On a effectivement pris le parti pris de revenir en présentiel après avoir fait 2 ans de distanciel, donc voire d'hybride, puisque on a souhaité maintenir les plateaux d'échange en présentiel depuis maintenant 1 an. La première année, on s'est uniquement en distanciel. Depuis 1 an, on refait des plateaux télé. Donc voilà. Et puis, on a souhaité cette fois-ci de revenir en présentiel, tenter l'opération. Donc, vous n'êtes pas cobaye, hein. Mais, sachez que nous avions informé que l'opération se faisait principalement enfin, exclusivement en présentiel, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai fait un mensonge. Donc, je vais déjà essayer de me faire pardonner, puisque nous serons effectivement captés, filmés. Donc, sur notre chaîne YouTube, donc tout au long de la journée. Je pense que le flux a dû être ouvert, d'ailleurs, Fabrice, je crois, hein. Le flux a été ouvert. Donc, on va retransmettre effectivement pour des raisons. Le contexte n'est pas simple, hein, donc de faire revenir une habitude, peut-être bonne ou mauvaise. Bon, bref, donc on s'est tous habitués à zapper, hein, donc beaucoup au cours de ces 2 dernières années. Nous nous sommes convaincus de la nécessité qu'on a à se retrouver, à repartager ensemble. Je crois que c'est un élément fort de notre écosystème, de l'Observatoire. C'est ainsi qu'il a été créé il y a maintenant plus de 10 ans. Et on maintient à penser que cette voie, on va gagner ce pari-là. Ce sera le pari, et c'est le pari de l'année 2022. Donc, on a repris notre cycle d'événements. Donc, nous réalisons 4 à 5 événements par an. Alors, c'est vrai que Fabrice, j'ai pour souvenir, mais tu feras peut-être avant l'introduction, tu vois, je comble un peu. La première édition des Chemins d'innovation, elle s'est passée ici d'ailleurs, il y a 7 ans. Le village venait de se créer, mais tu nous rappelleras ça, Fabrice. Et effectivement, on avait la queue. On a eu du mal fou à effectivement, je dirais, rentrer. Mais voilà, comme quoi les temps changent. Mais nous, on a une ferme conviction. Je pense que les relations qu'on doit entretenir sont des relations de proximité qui favorisent les échanges et qui favorisent également le business d'ailleurs, plus qu'on ne le pense. Plus qu'on ne le pense. C'est très dur de faire du business, donc effectivement en distanciel. Pour autant, nous sommes tous un petit peu contraints. Tu en penses quoi, Christopher? Christopher, c'est le patron marketing com donc, de Nicolas. Voilà, habitué de parler sans. Ouais, de toute façon, si tu l'as, c'est fait. J'ai déjà eu vacciné, j'ai tout eu, moi, ça y est. C'est compliqué en distanciel, et puis je pense qu'avec l'émergence de nouvelles technologies, on a besoin de remettre des rapports humains. Il y a un publicitaire que tout le monde connaît qui s'appelle Jacques Séguéla, qui doit avoir pas loin de 80 ans maintenant, qui disait il faut remettre de la chair et du sang dans nos relations. Et je pense qu'on en est là. Les gens sont. On a eu l'ère 70 de la grande distribution, tout le monde prenait la Volvo de papa pour aller faire les courses, on chargeait pour le week-end. Aujourd'hui, on voit un phénomène depuis 10-15 ans qui est le retour en centre-ville de la distribution, voilà, et de la proxy. De mémoire, je crois qu'il y a quelques années, il y avait une étude qui avait été menée, 54% des Parisiens faisaient leurs courses à moins d'une station de métro de chez eux, à moins de 800 mètres, dans un rayon de 500 mètres. C'est le syndrome Franprix. Je ne sais pas si vous connaissez la stratégie d'imprésentation de Franprix. Il n'y a pas de gens de Franprix ici, non? Un ou deux, bon. Ils en mettent un tous les 400 mètres, en fait. Comme ça, ils couvrent une station de métro. Voilà. Ils ont un peu plus de moyens que nous, mais on essaie de leur couvrir. Enfin, voilà. Donc, la proxy, c'est capital. On le voit de plus en plus. Le digital, c'est bien, mais ça ne répond pas à toutes les attentes des consommateurs. Et on l'a vu avec le Covid. Pour les magasins essentiels qui restaient ouverts, on devenait quasiment une distraction, hein, je le rappelle. Donc, non, ça devient plus que jamais capital. Merci Christopher. Avec Anthony, c'est un sujet qui nous a préoccupés en préparation d'ailleurs de cet échange, la logique de l'attention. Fabrice, on va démarrer, hein, donc de façon à ce qu'on reste, pas prendre de retard dès la première table ronde, autrement on va mal se terminer ce soir. Merci encore de nous accueillir. Bonjour à tous et à toutes. Tu veux que je me mette, je peux rester là? Non, ça te va là? Bien, là. Tu veux que je m'assoie là? D'accord. Allez. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'accueillir cette 8e édition. Comme tu le soulignais, la première s'est déroulée ici il y a 7 ans.
le village ByCA a ouvert il y a 8 ans. Donc, on était encore des bisous hein, dans notre métier. On s'est beaucoup professionnalisé depuis. En tout cas, j'espère que tu as pu le ressentir. Le village ByCA, peut-être en quelques mots pour comprendre là où vous êtes. C'est à la fois un lieu, mais c'est aussi une structure d'accompagnement de start-up qui accélère l'innovation au travers de son écosystème de start-up et qui accélère également la transformation des grands groupes vers le futur de leur industrie. Donc ici, on a 2 métiers, l'accompagnement des startups et du conseil très opérationnel auprès de tous ces grands groupes qui cherchent finalement à s'inspirer des startups. Bien souvent, en fait, les startups, dans la relation startup-grand groupe que l'on gère au quotidien, lorsqu'elles se créent un peu en opposition aux grands groupes. Pourquoi en opposition? En fait, ce qu'elles cherchent à faire, et c'est normal, elles rêvent grand, il n'y a personne qui rêve petit, j'imagine, dans cette salle, c'est comment je fais pour prendre la place du leader sur un secteur. Et en même temps, pour pouvoir réussir ce pari, ces mêmes startups ont besoin des grands groupes pour avoir des références, du chiffre d'affaires, voire des investisseurs. Et en face, on a des grands groupes qui ont bien effectivement conscience, en tout cas, de la posture de ces startups et qui, pour autant, acceptent l'idée de travailler avec chacune d'entre elles. Pourquoi? Parce que finalement, ces grands groupes cherchent eux-mêmes finalement une nouvelle agilité, une nouvelle inspiration, une nouvelle manière aussi d'innover. Donc, le village ByCA, ça fait 8 ans qu'on existe. Rappelez-vous, il y a 8 ans, les startups, on les classait peut-être plus dans les menaces que les opportunités. On parlait beaucoup d'ubérisation à l'époque. C'est un mot qu'on a un petit peu gommé finalement de nos langages. La French Tech n'existait pas. On démarrait en même temps que la French Tech. Les médias entrepreneuriaux n'existaient pas vraiment. Madines est né également en même temps que nous. Et puis, depuis 8 ans, l'écosystème entrepreneurial français a beaucoup changé. Certains ont disparu, d'autres existent encore et ils sont apparus. Le NUMA, pour ceux qui connaissaient, n'existe plus. The Family n'existe plus. La Station F est arrivée. Et aujourd'hui, finalement, quasiment, c'est un peu la stratégie Franprix dont j'entendais parler tout à l'heure, c'est que à chaque sortie de métro aujourd'hui, dans un rayon de 200 mètres, on a une structure d'accompagnement ou un espace de coworking. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est vrai qu'il y a énormément aujourd'hui de structures un peu comme les nôtres sur le marché. En 8 ans, ce sont maintenant 42 villages qui couvrent l'ensemble du territoire français. Donc, quand je suis une start-up parisienne, je peux me rendre à Châteaudun, Saint-Brieuc, à Bordeaux, Toulouse ou bien sûr d'autres territoires partout en France, parce qu'un entrepreneur, quand il souhaite créer, il ne cherche pas forcément à monter à la capitale. Certaines fois, il a besoin de venir, c'est vrai, mais il a peut-être certaines fois aussi besoin de rester chez lui. On est aussi présent en Italie et au Luxembourg. Ce sont 1200 startups aujourd'hui accompagnées dans le réseau, 10% du marché français des startups. Ce sont près d'une cinquantaine de grands groupes qu'on accompagne et puis un grand nombre d'ETI également partout en France qui gravitent autour de nous. Donc voilà, je suis très fier en tout cas de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette 8e édition des Chemins d'innovation. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi. Merci. Très bonne journée ici. Merci. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous puissions démarrer donc notre session, première table ronde. Pour vous rappeler que cette journée, elle sera en flux continu donc d'informations, puisque nous allons rythmer par 4 tables rondes qui vont rythmer donc tout au long de la journée. Vous avez le programme qui s'affiche en haut. Il y aura des workshops également tout au long de cette matinée et de cet après-midi. Et nous aurons en conclusion, effectivement, donc, la présence du médiateur national des entreprises, puisque vous savez, à l'Observatoire comme média, depuis 12 ans maintenant, nous accompagnons la démarche de la médiation au profit de la filière de la communication. Et je remercie Philippe Bernat, d'ailleurs, qui est représentant de la médiation ici présent, donc d'être à nos côtés, comme il a toujours été dans le monde de l'innovation, puisque Philippe s'occupe plus particulièrement de l'innovation. Et donc, voilà, donc c'est une journée qui se déroulera, donc espace ici où se passera donc l'ensemble des échanges tout au long de la journée qui seront rythmés par ces différents thèmes. Et je propose qu'on ouvre cette première table ronde. Alors, l'omnicanalité, pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des préoccupations de toutes les grandes marques et de tous les acteurs de la communication, quels qu'ils soient. Quand on monte des tables rondes, on aime bien avoir des gens qui sont, je dirais, dans la vraie vie. Hein, donc, c'est un élément qui même si ce n'est pas toujours vrai quand on parlera d'Anthony tout à l'heure, pas toujours dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ou tout au moins qui savent nous inspirer, qui savent nous éduquer, qui savent nous faire passer des messages qui nous permettent de réfléchir. J'ai le plaisir d'accueillir donc effectivement Christopher Hermelin, donc, et je suis ravi de t'avoir parce qu'effectivement tu as une vision extrêmement pragmatique de l'omnicanalité dans un contexte de réseau très particulier dont tu nous rappelleras les modèles économiques et l'impact que cela génère également dans les médiums que tu peux développer avec une vue sans concession
Voilà. Et je crois qu'on aime bien également le parler vrai. Et je crois que tu en seras indéniablement l'un des représentants. Florian, ben, on est content de t'avoir parmi nous. Donc, tu présides le groupe Cospirit qui a beaucoup évolué au cours de ces 10 dernières années. On t'a vu beaucoup muter, innover dans tous les domaines. Tu es indéniablement un des experts du local, tout au moins celui auquel qui a cru véritablement au local. Et je crois que probablement la période de Covid a dû conforter tes positions et tes analyses et tes études. Voilà, donc c'est très enrichissant pour nous d'avoir un acteur qui a passé une crise difficile. On sait que la filière a été très affectée par la crise Covid. On la suit encore de très près aujourd'hui. On regarde ça très près avec Philippe d'ailleurs. Hein, et je crois que c'est important que tu nous fasses part de cette expertise, expérience que tu as déployée et que tu as maintenant en ouvrant également aux médias, naturellement, hein, sans aucune réserve. Alors j'ai mon compagnon de route, Éric Trousset, donc, qui est président de l'IREP, de Valmétrie, et puis parfois aussi un peu directeur des relations externes du BU de la Poste, c'est ça, du groupe La Poste. Je crois qu'Éric nous a toujours donné des indicateurs extrêmement forts, forts en termes d'études, forts en termes de recul, sans jamais avoir de complaisance entre médias et hors médias, mais beaucoup d'objectivité dans le traitement et dans l'approche, et à développer des études récentes qui nous ont inspiré l'année dernière et sur lesquelles on a beaucoup travaillé, qui est le Inside Home. Tu auras le plaisir effectivement de nous en reparler et comment cela s'inscrit par rapport au consommateur dans ses actes d'achat. Et c'est également un élément important. Alors, Anthony, Maë, moi je suis. Alors, on avait prévu avec Eric de faire un workshop avec Anthony. Et puis après en avoir longuement parlé avec Eric, on a dit non, je pense qu'on a besoin, quand on va parler d'omnicanalité, essayer de prendre un peu de recul, un peu de hauteur. Et tu travailles tout particulièrement sur l'attention. C'est un élément qui, je crois, doit nous interpeller. Et je te propose que tu ouvres cette table ronde par ta lecture, qui est la tienne, donc eu égard tes fonctions donc, au sein du cabinet Eranos, et toute l'attention que tu portes à l'attention. Alors, vas-y. Alors, à toi de jouer. De quoi parle-t-on? Oui. Alors pourquoi l'attention est un sujet important? D'abord parce que ça concerne évidemment toutes les marques et la question de la communication. L'attention, c'est l'attention que va avoir le public vis-à-vis d'une marque, c'est ce qui va lui conférer sa valeur, sa notoriété, la fidélité, etc. Pourquoi on en parle particulièrement aujourd'hui? Parce qu'il se trouve qu'elle est très probablement en crise, cette attention. On parle d'une crise de l'attention qui est en fait le résultat d'une sursollicitation qui a été générée par l'introduction principalement du numérique. Le numérique a quand même bouleversé nos moyens de communication. Il nous a bouleversé en ce sens qu'on a tout à coup disposé d'un moyen d'avoir un volume de messages et de faire circuler un volume de messages absolument inédit dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on peine à réaliser, mais on produit 10 milliards d'emails chaque heure dans le monde. Et, un humain en moyenne, un Français en tout cas, reçoit 150 notifications par jour, des petites cloches, des petites sonneries, des petites alertes, etc. Ça a complètement changé notre rapport à l'information, notre rapport au contenu, et jusqu'à ce qu'on vienne justement parler à un moment donné de crise. Parce que crise de l'attention, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de volume d'informations disponibles que l'attention, que toutes les formes d'attention réunies, que tous les cerveaux réunis ne sont capables d'absorber. Ça veut dire qu'on a un surplus, un surplein d'informations, mais qui n'est pas sans impact en réalité, y compris sur nos cerveaux. Donc en fait, on commence à réaliser et à documenter via différents types toutes les disciplines, qui vont des neurosciences à la sociologie, à la psychologie. On commence à documenter un certain nombre de problématiques vis-à-vis de cette sursollicitation, de cette surproduction d'informations. La première, elle est économique. En réalité, elle touche les marques elles-mêmes. Il y a des études du MIT ou en France à Sciences Po avec Dominique Boulier, qui est un des grands spécialistes. Il montre que finalement, à force d'avoir un tel volume de communication, principalement généré par les entreprises et la publicité et les annonceurs, en réalité, ça nuit à la marque elle-même parce qu'il est très difficile d'émerger dans un brouhaha
brouhaha numérique aujourd'hui. Donc, c'est très difficile d'émerger là-dedans. Et finalement, les investissements et la façon dont d'ailleurs on investit sur les médias, elle est assez difficile et complexe à cerner. On n'est pas certain de réussir vraiment à acheter de l'attention, le temps de cerveau disponible. On achète des traces numériques, c'est-à-dire de la présence de gens sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas du tout si les gens sont réellement attentifs. Donc en réalité, il y a probablement une perte d'efficacité de la communication aujourd'hui, du fait de cette multiplication, de cette infobésité. Le deuxième point, c'est qu'on commence à documenter aussi des problèmes de santé. La sursollicitation, le nombre de messages, la diffusion en flux continu de choses sur les réseaux sociaux, etc., génère de l'hyperconnexion, de l'addiction, au moins de la charge mentale. Tout à l'heure, on parlait, vous receviez 300 mails par jour, mais en réalité, c'est pas juste c'est un effort supplémentaire à faire chaque jour. C'est qu'en fait, ça casse le rythme quotidien. Et casser les rythmes quotidiens, c'est ça qui crée les charges mentales. On commence même à faire des premières corrélations avec les burn-out aujourd'hui. Donc, ça peut aller jusqu'à des formes pathologiques, voilà, assez graves. Donc, parce que notre cerveau n'est pas capable d'absorber, il n'est pas capable d'être sans cesse comme ça dérangé. On a besoin, et les neuroscientifiques le rappellent, de créer des bulles d'attention. Et ça, c'est difficile aujourd'hui de trouver des moments où on est dans une bulle d'attention, où on va pouvoir se concentrer sans être perturbé par des éléments extérieurs. Et la troisième dimension qui devrait nous pousser à prendre conscience de ce problème de la crise de l'attention, il est en réalité environnemental. Parce que la surproduction d'informations, principalement générée par le numérique, et ce n'est pas pour blâmer le numérique, c'est que c'est ce qui a permis tout à coup de changer le volume d'informations en circulation. Mais il a un impact environnemental aussi. On a toujours su que la communication a un impact environnemental. Il y a eu des choses sur le papier qui ont été faites, etc. Mais tous les médias génèrent des formes de pollution. Le numérique, on commence à le documenter, elle n'est pas des moindres. Le terme dématérialisation qu'on a introduit pour parler du numérique nous a beaucoup retardé dans la prise de conscience du fait que ce n'était absolument pas immatériel et qu'il y avait un réel impact sur l'environnement, que ça puisait dans des ressources naturelles. Et pour autant, quand on prend conscience de qu'est-ce que c'est que la communication, quand elle passe par le numérique, c'est dans les indicateurs même une acceptation d'emblée qu'il y a un gaspillage d'informations. Et je le dis parce que quand on dit, en gros, on fait une campagne emailing en 10-20% de taux d'ouverture, c'est un bon score, un très bon score. Mais en réalité, du point de vue de l'attention, c'est 80% de gens qui ont reçu quelque chose, qui ne les intéressait pas, qui ne sont même pas ouverts, mais pour autant, cette information est rentrée dans leur quotidien. Elle a généré une vibration, elle a généré une sonnerie, et donc elle a provoqué quelque chose. Donc en réalité, on est un peu tous responsables de tous ces phénomènes, entreprises comme les particuliers, quand on retweet, quand on des choses qu'on ne lit même pas nous-mêmes, etc. Ça, c'est un des grands phénomènes. Le retweet, il y a à peine 20% des gens qui lisent le tweet qu'ils ont retweeté juste avant, quoi. Donc on participe tous de ce phénomène d'amplification d'infobésité. Pour autant, voilà, il y a une prise de conscience à avoir et il y a des solutions qui peuvent être amenées. Et notamment, ça nécessite de repenser cette question de l'omnicalité. Aujourd'hui, on parle d'économie de l'attention. L'économie de l'attention, elle soulève l'idée qu'il faut que les entreprises doivent être en compétition pour aller gagner l'attention des gens. Je pense qu'il faut changer ce prisme-là et parler d'écologie de l'attention. Passer de l'économie à l'écologie, c'est justement prendre en considération les trois dimensions dont on a parlé, l'économie en elle-même, la performance, mais aussi la dimension environnementale et aussi la dimension sanitaire. Donc il y a un enjeu RSE, il y a un enjeu de responsabilité qui concerne l'ensemble des entreprises, l'ensemble des annonceurs, et pas que les particuliers. C'est pas que le particulier qui a à se débrouiller avec les filtres, je me désabonne de ce flux email, etc. C'est trop facile de laisser penser que seuls les individus ont la responsabilité de cette crise. Donc les entreprises y participent, donc elles doivent agir. Comment? Il suffit juste, et je termine là-dessus, mais de prendre conscience de qu'est-ce que c'est que l'attention. Et on voit très rapidement quel est le problème. L'attention, en réalité, quand on la discerne, c'est 4 dimensions. 4 dimensions, c'est l'alerte. Être attentif, c'est passer par un système d'alerte. Donc notre cerveau, il est très sensible justement à des notifications, du push, des cloches, des sonneries, etc. Donc ça, c'est cette façon de nous alerter sur quelque chose.
c'est une façon de se rendre attentif. Sauf que c'est très épuisant. Donc on ne peut pas trop en abuser dans une journée, mais c'est efficace. La deuxième forme d'attention, c'est la projection. Être attentif, c'est être capable de se concentrer. Et pour se concentrer, on va avoir besoin justement d'avoir une bulle d'attention, parce que quand on est sur un document un peu complexe, où il va falloir réfléchir, il va falloir faire du calcul, etc., on a besoin justement de prendre le temps et de mettre un peu à distance et vraiment de se concentrer. Ça, c'est une autre forme d'attention qui est distincte de l'alerte. Il y a une autre forme d'attention qui est l'immersion. L'immersion, c'est exactement ce que provoque le cinéma, quand on est plongé dans un film, un livre, un catalogue, un jeu vidéo, la réalité virtuelle, etc. Donc là, on est immergé. C'est une autre forme, une autre manière pour notre cerveau de se rendre attentif à son environnement et à l'information, et donc de l'assimiler. C'est également le cas de la radio, par exemple. Et la dernière, c'est la fidélité. Je trouve que la fidélité, en réalité, qui intéresse tous les marketeurs, est une forme d'attention. Et c'est une forme d'attention qui se construit sur le rythme. C'est la répétition de quelque chose dans le temps. Donc, c'est nécessairement du temps long, la fidélité, des choses qu'on va devoir répéter. C'est ce que fabrique très, très bien le packaging, par exemple, un packaging qu'on va voir, qu'on va revoir plus tard, qu'on va revoir, etc. À force de voir cette forme, etc., ces couleurs, ces associations, en fait, c'est comme ça qu'on crée cette relation à la marque. Et nécessairement, elle prend du temps. Vous avez vu le problème, on a un mapping de forme d'attention. Aujourd'hui, on a, par l'utilisation du numérique, un peu trop abusé probablement de la capacité d'alerte des gens. En fait, la notification, l'email, le SMS, voilà, toutes ces formes de communication qui passent en direct immédiatement par nos smartphones en particulier, fait que certes c'est efficace, mais si on surmobilise, on surinvestit cette zone de l'alerte, on déséquilibre la forme de l'attention. Donc l'enjeu de la résolution de cette crise, c'est de considérer qu'il y a plusieurs formes d'attention, et ce sera ma proposition de discussion, ce n'est pas l'omnicanalité qui devrait nous intéresser, mais la multi-attention. Il y a plusieurs formes d'attention. Comment on fait pour aller les chercher, chacune d'entre elles, plutôt que de se poser la question de « j'ai un message à porter, comment je vais utiliser tous les médias pour le faire ?» Ce n'est pas tellement une question de médias, de médium, mais vraiment d'effets qu'on veut produire et d'aller chercher ces formes d'attention. Et c'est ça, une écologie de l'attention. Sur tes 15 points, j'en retiens un qui est l'immersion, qu'on aura l'occasion d'évoquer cet après-midi, donc sur la table ronde Nouvelle Tendance, le métaverse. Puisque là, la notion de l'immersion est tout à fait importante. Je vous invite à y participer. Et vous verrez, on aura des experts. J'ai mon ami, effectivement, de Keywords, qui est ici présent dans le monde du gaming. On voit bien également comment de nouveaux acteurs, c'est un peu une passerelle qu'il faut qu'on ait en tête aussi, comment les acteurs, je dirais, dans des marchés qu'on ne voyait pas sur le secteur de la communication, aujourd'hui du marketing, commencent à rentrer sur ce marché. C'est un sujet qu'on évoque avec Michel Golgovit ici dans la salle. C'est des éléments importants qui devra nous apporter probablement, et Anthony, il faudra que tu nous éclaires là-dessus, comment on réagit à l'intention dans ce nouvel univers, qui est encore en absence un peu de trop de repères, mais je crois que c'est un sujet important. Christopher, lorsque on aime bien avoir toujours une marque, un annonceur, une belle enseigne, il faut toujours chercher celle qui, à un moment donné, a envie de parler d'omnicanalité sans concession, avec pragmatisme, avec héroïsme, dans une démarche de modèle économique également très particulier, qui est très singulier, qui est celui de ton réseau, de ton circuit, et qui impose à la fois une communication interne très particulière, une communication externe tout à fait astucieuse, et je dirais l'exploitation de l'omnicanalité, mais peut-être, et les propos d'Anthony, je crois, ne te laisseront pas insensible, puisque je sais que tu y es attaché. Et voilà, donc sans concession, en 5 minutes, tu nous parles, c'est quoi de cette belle enseigne qui a 200 ans quand même, rappelons-le, quel est son succès? Pourquoi a-t-elle ce succès? Alors tu dois y contribuer largement, j'en doute pas. Mais le DG n'est pas dans la salle. Non, il n'est pas dans la salle, on ne l'a pas fait venir. Donc j'ai vu qu'il était en attaché de presse pour autant. Oui, c'est une nouvelle collaboratrice. Très bien. Elle est toujours en période d'essai, soyez sympa avec elle. Christopher, on t'écoute avec attention. Je vais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit avant. Dans les années, je suis un bébé du web avant d'aller chez l'annonceur et publicitaire. Et le propos, entre autres, sans faire de pub pour mon ancien employeur à la maison Havas, Advertising,
on disait l'arme fatale, c'est la répétition. Alors ça marche quand c'est des grands médias. Je rappelle qu'on était exposé il y a une vingtaine d'années à 500 messages publicitaires, 4500 messages promotionnels, publicitaires, packaging. Si je vous pose tous la question, quel est le dernier spot de pub que vous ayez vu sur Netflix ou la dernière campagne d'affichage, en général, on a un grand blanc. Voilà, je fais toujours le coup à tout le monde en disant, voilà, y compris à mon DG, en lui disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu augmentes les budgets parce que pas de sous, on ne voit pas. Donc c'est important parce qu'effectivement, on a une surexposition et c'est amplifié par le web et on parlait de responsabilité. Moi, en tant qu'ancien acteur d'agence digitale, je porte cette responsabilité et je l'assume. Et on doit y faire venir. Et ça relève aussi un deuxième point, et là, je vais faire le point avec ta question, qui est la marque. On a oublié, on a confié notre destin à des algorithmes. On reviendra sur ce point-là. Je dis toujours plus d'intuition. C'était un long débat assez houleux entre nous. Voilà. Je dis plus d'intuition, moins d'algorithmes, puisqu'on est là pour construire des marques. Pour ceux qui ont connu les années 99, 2000, avant la première bulle financière, je vous invite à vous rappeler le nombre de gens qui ont fait de la publicité sur les quels coups, etc., les licos qui ont complètement disparu. On a mis des millions de dollars. Et moi, j'étais agence, j'étais ravi. Hein. Je pense que je n'étais pas le seul sur ce plateau. On était ravis de prendre des honoraires. Néanmoins, elles n'ont pas existé. Voilà. On en revient à la logique donc de la marque. Notre job, c'est de faire vivre des marques et effectivement de créer cette relation de proximité humaine avec nos interlocuteurs. Alors, omnicanalité, multicanalité, le rôle des marketeurs, c'est toujours d'inventer plein de trucs. Voilà. Ce n'est pas que du digital, l'omnicanalité, c'est aussi des magasins. Ça peut être des choses physiques, le magasin en fait partie. Hein. Et puis, il y a des modèles un petit peu particuliers. On parle de Nicolas, donc maison qui a 200 ans, créée par Louis Nicolas, juste après Napoléon. 200 ans, ça fait une trotte hein, quand même. Hein. Napoléon Ier, bien entendu. Et on a survécu et ça reste une entreprise familiale. On s'est attaché pendant près de 200 ans à sauvegarder notre marque. Je vais m'amuser un petit jeu, par exemple, pas de vous agacer. Moi, souvent, je pose la question aux gens, Nicolas, à ton avis, ça a été créé quand? Alors, personne ne répond 200 ans. Hein. Et selon l'âge des gens, alors les quinquas, comme moi, ils disent, les années 70-80. Si je pose la question à la mère qui a 80 ans, elle dit 50-60, etc. Donc ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de notre environnement. Et effectivement, on est dans une attention passive, en quelque sorte. Les gens ont retenu tout ça. Et lorsque je suis arrivé il y a 4 ans, on m'a demandé de travailler sur l'omnicanalité, la publicité. C'était la belle endormie, Nicolas. On s'appuyait uniquement sur ce qu'on faisait historiquement, c'est-à-dire des dépliants, et puis on communiquait en magasin. Quand faut-il entrer dans un magasin pour voir nos communications de facto? Donc, on a développé plein de choses, mais en tenant compte de notre modèle. Et ça, c'est le message que moi, je voulais faire passer, le premier message que je souhaitais faire passer aujourd'hui. Ne soyons pas des panurges, des boutons de panurge. Essayons de réfléchir, d'apporter de l'attention à nos briefs, à nos réflexions en amont, pour construire des modèles d'omnicanalité qui soient adaptés à nos modèles économiques et à nos modèles sociaux. J'ai vu pendant près de 20 ans, et je ne veux pas me poser en professeur ou en censeur, loin de là, mais j'ai vu pendant près de 20 ans des gens m'expliquer le code de la route sur Google, sur machin. Moi, je fais mes études au Canada, en Amérique du Nord. Ils ne vivent pas comme nous. Hein. Ils n'ont pas les mêmes modèles économiques que nous et ils n'ont en tout cas pas le même réseau de distribution. Une boutique Nicolas, c'est 50 mètres carrés. Il y en a 500, donc 320 en Ile-de-France. C'est-à-dire que ce n'est pas un mall, ce n'est pas une galerie marchande à New York, etc. Et c'est un modèle qui repose sur quelque chose effectivement de très particulier, qui est un modèle social extrêmement particulier. On n'a pas de salariés, on n'a pas de franchisés. Ces 500 magasins nous appartiennent et on a des gérants mandataires non salariés. Alors, je vous arrête tout de suite, je ne vais pas faire un cours de droit social. Gérants mandataires non salariés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là sont autonomes. Ils ont tous les avantages du salariat, ils ont une rémunération et ils sont autonomes dans leur gestion. La vertu, c'est qu'on les paye à la commission avec une même garantie, une indemnité de logement ou un logement. Alors, vous allez dire, ouais, so what? Ils ont un pourcentage et ce pourcentage est sur les ventes. Donc nous, les heures sup, n'en déplaise au ministre du Travail, successifs, Schmernes, ils peuvent ouvrir le dimanche, le samedi, ils font. Donc, et il peut, s'il veut, refuser de vendre à un particulier, lambda qui rentre chez lui. Donc quand vous faites un site internet, par exemple, qui est localisé avec le stock du magasin, le gérant mandataire peut dire non, je n'ai pas envie. Mais l'omnicanalité, on prend un coup là. Le gars, il peut, voilà, vous rentrez dans son magasin, votre tête ne lui revient pas, il dit non, je n'ai pas envie de te vendre.
j'ai pas envie. Ou alors aujourd'hui, bah, tiens, j'ouvre à 11 h, etc., etc. Donc nous, on a dû imaginer tout un modèle qui était d'abord un modèle de communication en interne. Notre premier client, c'est pas notre client, c'est le caviste. Et je vous assure que c'est très simple. Alors pour un mec qui ne boit pas en plus comme moi, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on a en face de nous des quasi-onologues. Hein. Mais en tout cas, c'est la réaction. Donc on a été obligé d'imaginer tout un système, toute une organisation qui tourne autour du caviste. Comment alors vous allez me dire, ouais, bon, ok, d'accord, monsieur Armelin, super. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Bah, par exemple, quand vous faites un achat en click and collect chez nous, le caviste doit valider la vente. C'est-à-dire qu'il doit dire, OK, j'accepte de le vendre. Alors, ça a l'air ahurissant, mais en fait, ce process, on essaye de le respecter, puisqu'on risque la requalification du contrat de travail. Donc, on passe de statut genre mandataire non salarié à salarié. L'impact, je ne donnerai aucune indication sur le chiffre, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher parce qu'on paiera des heures sup le samedi et dimanche. Mais il est complètement autonome. Donc voilà, on est, nous, l'omnicanalité. Quel est le message derrière ce modèle économique? Il est simple. Il est de dire l'omnicanalité, parce qu'on l'a trop vu ces dernières années, c'est de dupliquer, c'est de surtout pas dupliquer des modèles qui existent, mais d'arriver à imaginer des modèles qui soient adaptés à nos économies, à nos modèles sociaux et à nos modèles économiques et à nos clients. 50 mètres carrés, on ne pousse pas, enfin, sauf si quelqu'un lève la main et me dit le contraire là, et je veux bien l'entendre, on ne va pas se balader dans une cave le week-end, un caviste. On pousse la porte pour y acheter quelque chose. 99% des gens qui rentrent chez un caviste ressortent avec un produit. C'est l'inverse du mall. Donc mécaniquement, l'omnicanalité, le fait de mettre à la disposition un ensemble de canaux d'un individu au monde de son achat est totalement travesti. On n'est pas du tout dans la même logique. Merci Christophe. On reviendra après sur l'omnicanalité du client final quand même. Oui, c'est important en fait. Parce qu'il existe aussi. Florian, alors effectivement, on t'a connu comme un homme de hors-média. Hein, donc voilà, au cours de ces dernières années, on te suivait comme vraiment un acteur du hors-média à part entière. Effectivement, tu as beaucoup transformé le modèle économique de ton groupe. Tu nous en diras quelques mots. Tu as pris des partis pris forts, également en termes de communication. Bon, tu t'es jamais opposé entre médias et hors-médias, tu t'es jamais posé entre digital et print. Tu as plutôt essayé de regarder véritablement le consommateur, comment il migrait, c'est comme ça que je le perçois, comment il évoluait. Et bien entendu, je dirais ton pouls local, puisque c'est là où tu as beaucoup construit tes modèles, me semble-t-il, mais tu me dis peut-être que je me trompe. Hein. Donc, le local t'a fait prendre conscience également que le consommateur n'était pas forcément le même. Hein, lorsqu'on est à Toulouse ou lorsqu'on est à Lille, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, forcément, tu as dû aussi éduquer beaucoup tes annonceurs, qui sont quand même beaucoup les retailers, hein, je crois. Hein. Donc, c'est là encore sous ton contrôle, même si je sais que les marchés s'étendent. Raconte-nous un peu ce local et puis peut-être se focus sur la période Covid. Parce que je pense qu'elle a quand même, elle nous a beaucoup interpellés et elle continue à nous interpeller aujourd'hui. Hein, on l'a vu sur le bio, hein, le phénomène bio. Alors on va me dire oui, mais attention, il y a eu d'autres phénomènes, l'inflation, machin, la crise économique, voilà, géopolitique. Non, okay. Mais le consommateur reste le consommateur. Voilà, raconte-nous un peu ton histoire, raconte-nous ta vision d'omnicanalité, comment elle a muté, évolué, elle s'est peut-être transformée, comme l'a dit Christopher. On regarde, on évolue. Voilà, si tu peux en 3-4 minutes un peu nous resituer donc ton groupe et nous resituer ta position sur ce marché qui devient aujourd'hui extrêmement significative. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, omnicanalité, moi quand je regarde mon marché, c'est celui des agences médias. On a un groupe d'agences médias. En fait, elle n'existe pas vraiment. Parce que la réalité, c'est que les grosses agences médias, on parle des Big Six, Christopher, tu as été chez Havas, elles sont très concentrées sur les médias nationaux. Et la réalité de leurs prestations, c'est les médias nationaux, qu'ils soient physiques ou digitaux, mais c'est ça. C'est à peu près 15 milliards. La réalité de notre marché, c'est qu'il y a un marché du hors-média, Eric le connaît bien, qui lui-même pèse à peu près 15 milliards, qui a un marché du local complètement sous-estimé par les annonceurs et par les agences médias, souvent parce que ce n'est pas rentable pour elles que rentable pour leurs clients ou intéressant pour leurs clients. C'est-à-dire le local est sous-employé parce que ce n'est pas rentable pour les agences médias, plus que parce que ce n'est pas rentable pour les clients. Et puis maintenant, il y a le retail média qui est en train d'exploser. Et la somme de ce que je suis en train de décrire, médias nationaux, médias locaux, hors médias, retail média, ce n'est pas 15 milliards, c'est pas loin de 50. Et donc la première des questions, quand on parle d'omnicanalité à laquelle j'ai envie de répondre, et c'est le positionnement de notre groupe,
c'est d'être positionné sur cette vision globale et d'aller gérer les bonnes articulations pour le compte de nos clients entre ce qui doit être mis en national, ce qui doit être mis en local, ce qui doit être mis en hors média et ce qui doit être mis demain en retail média. Donc, c'est d'appréhender un marché de 50 milliards. Et après, en métaverse. Hein. Pardon ? On en parlera aussi. Hein, après. Il y a éventuellement métaverse derrière. Donc, c'est ça la première des choses. Et nous, c'est notre logique. Donc, on a CoSpirit Group, et puis on a CoSpirit Média sur les médias nationaux, CoSpirit Local sur le hors média et les médias locaux, et CoSpirit Commerce sur le retail média, plus beaucoup de tech et beaucoup de data, parce que le métier d'agence média sans la tech et la data n'existe pas demain, et on investit 10% de notre chiffre d'affaires là-dedans. Donc l'omnicanalité, ça suppose déjà d'avoir une vision globale. Après, pour rebondir sur les propos d'Anthony, le concept de l'attention est absolument fondamental. Parce que dans les différentes grandes catégories de médias que j'évoquais préalablement, le niveau d'attention n'est pas du tout le même. On a, je vais faire plaisir à Eric, on s'amuse par exemple à comparer du hors média, le catalogue distribué dans les boîtes aux lettres, et des médias locaux. En termes d'exposition et d'audience, les médias locaux, enfin alors par exemple un réseau d'affichage de proximité, permet d'avoir une exposition et une audience beaucoup plus forte que le catalogue. On va être exposé régulièrement à une campagne d'affichage, et donc on va avoir de la répétition dont parlait Christopher. Par contre, en termes de génération de trafic derrière, une fois qu'on a appliqué le bêta de mémorisation Morgenstern et l'alpha d'attention, on a un directeur Insight et Data qui s'appelle François Liénard chez nous qui a théorisé tout ça. La génération de trafic que permet un catalogue distribué en boîte aux lettres, elle reste beaucoup plus forte, malgré le fait qu'il y ait plus d'exposition et plus d'audience pour les médias locaux en amont. Donc c'est extrêmement intéressant, quand on parle d'omnicanalité, de regarder l'ensemble des médias de manière holistique, mais aussi de s'intéresser à l'attention que peuvent susciter chacun des médias. Et du point de vue de l'attention, tu m'interrogeais sur le local. Nous, on pense que le local, par la proximité, par la fidélité que ça génère, c'est un des éléments forts de l'attention. Et donc, ça peut être un des éléments forts de l'efficacité des campagnes que les clients peuvent avoir. Et donc, c'est pour ça que le local est très intéressant. Donc, ça, c'est une... Et puis, au-delà de ça, dans le groupe, on a une vraie réflexion sur ce qu'on appelle la relocalisation média. Alors, on a même créé une association autour de ce concept qui rassemble des gens comme France Télévisions, JC-Deco, 366, ADOT, et puis plus récemment, il y a Radio France qui va nous rejoindre, où on dit deux choses. Nous, on dit non seulement il faut rééquilibrer les investissements des annonceurs entre le national et le local étant sous-employé, mais il y a un bon équilibre à trouver aussi entre ce qui est investi en médias nationaux et ce qui est investi dans les gammes, Google, Amazon, Meta, ex-Facebook, etc., etc. Pour passer, ce que disait, j'ai beaucoup aimé, un peu moins d'algorithme, un peu plus d'intuition. C'est un véritable enjeu. On parle de relocalisation industrielle. Tout le monde comprend l'enjeu en termes de pouvoir d'achat et d'emploi. La relocalisation média, c'est un enjeu d'emploi, c'est un enjeu de pouvoir d'achat, c'est potentiellement un enjeu de démocratie aussi. Parce qu'il y a un certain nombre de supports locaux ou nationaux qui portent du contenu. Ça peut être de la radio, ça peut être de la télé, ça peut être de la presse. 80% de la croissance de l'e-pub part aujourd'hui sur les gammes. Et c'est un peu la solution de facilité. Donc nous, le discours qu'on tient à nos 220 collaborateurs dans le groupe, c'est de dire on peut être médiaplaneur et être citoyen. On peut avoir une réflexion citoyenne et on peut réfléchir à l'impact de ce qu'on fait. Et les meilleurs équilibres sont à trouver avec peut-être un peu plus de local et peut-être un peu plus de médias nationaux, de médias locaux qui nourrissent aussi les territoires. Et c'est un véritable enjeu. Merci Florian. Eric, alors on va parler du consommateur quand même, parce que c'est quand même celui-là qui nous intéresse, c'est celui qui nous trouble, acteur du marketing et de la communication parfois, qu'on voit évoluer, muter, se transformer. On a l'impression que plus rien ne sera jamais comme avant et puis tout redevient exactement comme... Bon.
les études que tu as opérées, donc on a le plaisir de partager avec toi, à la fois en termes d'efficacité, parce que c'est quand même un sujet qui est clé pour l'ensemble donc des annonceurs aujourd'hui, les retours sur investissement. Je sais que Florian travaille beaucoup sur ces sujets-là. Le consommateur, Inside Home. Pourquoi est arrivé à Inside Home comme enseignement et qu'est-ce que l'on peut en tirer également comme enseignement et comme plan d'action ou comme réflexion? Eric, raconte-nous un peu tout ça à l'aune de ces évolutions. Et moi, je suis très interpellé. Hein. Donc, Florian ne m'a pas répondu sur la période Covid. Est-ce que les choses ont changé ou pas changé? Je reviendrai sur la question parce que j'aime bien avoir une réponse. Et le public qui est ici présent aussi aime bien avoir les réponses. Et également, quand on regarde le consommateur, est-ce que ton étude, je vais être un peu provocateur, mon cher Eric, est-ce que ton étude aujourd'hui est encore valable? Et les conclusions que tu en as tirées et les enseignements que tu nous as conduits à nous inspirer pour les plans d'action. Est-ce que c'est encore valable? Elle est d'autant plus valable qu'on vient de la faire et justement, je vais raconter rapidement l'histoire. Quand on s'appelle La Poste, donc moi je travaille dans une branche, celle qui porte le marketing direct. Donc effectivement, le print au départ, même si on se digitalise aussi à grande vitesse. Tu t'appelles BU Média, ça j'ai trouvé ça un peu étonnant. Mais quand même. Parce que le courrier est un média, mais aussi toutes nos récentes acquisitions digitales viennent finalement renforcer le média. Mais le point de départ, c'est qu'on fait face comme à des marques qui digitalisent leur communication en oubliant des fondamentaux. Et là, je fais le lien avec l'attention. Dire j'arrête un catalogue pour faire du digital, ça peut être une erreur. Je ne dis pas que ça l'est systématiquement. Ça peut être une erreur si justement on ne prend pas en compte les objectifs de communication de la marque. Si c'est simplement faire des économies, bon, très bien. Enfin, on se souvient de l'affaire Monoprix de 2019. J'arrête le prospectus, et puis en fait, ils ont continué en douce. Et ils continuent à communiquer en print, mais tout en faisant du digital. Après, donc il y a des postures de communication, mais j'y reviens pas. Donc notre point de départ, c'est comment on peut raconter une histoire différente autour du média courrier, qui incorpore le digital et surtout qui incorpore les travaux de recherche qu'on avait confiés à Eranos sur l'attention. Et en fait, on est revenu, de temps en temps, en marketing, il faut revenir à des choses assez fondamentales. Où est-ce que le courrier arrive? Il arrive à domicile. Bon, et alors? Et c'est là où, en fait, on a commencé à creuser cette notion de domicile. Alors, on était effectivement en pleine crise sanitaire, mais quand on travaille avec les sociologues, on s'aperçoit que les Français, enfin d'ailleurs, ce n'est pas que les Français, portent de plus en plus attention, sans faire de mauvais jeu de mots, à leur domicile. Il suffit de voir le boom économique du retail, de l'ameublement, du bricolage, du jardinage, et ça bien avant le Covid. L'Observatoire CTLM, qui a publié des chiffres récemment, montre que les Français sont de plus en plus casaniers. Donc on revient bien au domicile. Et donc ce qu'on a essayé de montrer, c'est que finalement, une marque a besoin de trouver cette bulle d'attention pour exister. Et ça ne veut pas dire c'est contre le digital, c'est contre l'auto-home, parce qu'on ne passe pas toute sa vie chez soi. Mais en tout cas, à un moment donné, être chez soi, pour une marque, ça veut dire qu'il va falloir essayer de trouver le bon levier de communication. Le catalogue en fait partie, mais le smartphone aussi, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on consomme beaucoup. Et d'ailleurs, on a mené une étude il y a quelques temps sur les achats du e-commerce. 93% des achats de e-commerce se font à partir du domicile. Donc, alors que le smartphone est censé être un vecteur de mobilité, quand on sort sa carte bancaire, ce n'est pas dans le bus ou dans le métro. Et puis surtout, ce qu'on a montré à travers ces études, c'est qu'un achat, il est souvent précédé d'échanges au sein du foyer. Donc, et ça renvoie à un questionnement auprès des agents, c'est-à-dire que, et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un ciblage individuel, mais il y a quand même souvent des décisions collectives. Même sur la grande conso, on s'aperçoit que la liste de courses, à plus de 57%, elle est partagée par les membres du foyer. Il y a certes quelqu'un qui va aller, monsieur ou madame, peu importe, qui va aller faire les courses, avec une partie de produits récurrents, et puis, il y a quand même une majorité des Français où la liste est ouverte. Donc, chacun va venir, tiens, moi j'ai besoin d'un gel douche, j'ai besoin de, je sais pas, de déodorant, et si on rachetait du Nutella, etc. Et donc, il y a beaucoup d'échanges autour d'un achat, que ce soit un achat impliquant achat de voiture. On sait que les enfants sont consultés, même si ce n'est pas eux qui payent, ils ont quand même de plus en plus le droit, en tout cas, à la parole. Et donc, ça veut dire que
au-delà d'un ciblage individuel, pouvoir toucher les différents membres du foyer qui vont interagir au moment de la décision, c'est important pour la marque. Et ça se fait, la décision, elle est prise, et ça on l'a quantifié, 86% des décisions d'achat sont prises à domicile. On a des confrères aux États-Unis qui ont fait le même type d'études l'année dernière, on est à 88%. Et donc, tout ça, ça renvoie effectivement à l'omnicanalité. Comment je vais pouvoir influencer des individus, j'ai bien des individus, qui vont prendre une décision d'achat. Et donc, c'est plusieurs leviers qui vont venir nourrir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de nourrir les échanges. Alors, Christopher, je crois que cette étude est extrêmement intéressante parce qu'on voit bien, et ça renvoie à l'attention, donc Anthony, hein, évidemment. Hein, donc Anthony, donc là, acte d'achat, attention. Sur le plan très concret, le consommateur, comment, vous l'adressez, vous le suivez, vous le tracez, vous le dynamisez, vous le fidélisez, ou vous allez à la conquête aussi un peu? Alors, la conquête, oui. La grande force de l'enseigne, c'est qu'on a travaillé depuis très longtemps sur la fidélité. 54% du chiffre d'affaires réalisé par l'enseigne Nicolas est fait avec des porteurs de cartes Nicolas. Donc c'est colossal parce qu'on a fait cet effort de lien, de créer une espèce d'interactivité avant l'heure, hein, au travers d'un programme de feed qui a plus de 20 ans, hein, quasiment, le programme de feed. Voilà. Et derrière, on va travailler Alors d'abord, c'est d'abord des clients. C'est ce que Procter appelle les heavy users, des gros consommateurs chez nous. Ils ont un panier moyen qui est 2 fois supérieur en fait à un client non encarté, en moyenne. Donc on travaille et on en fait aussi des ambassadeurs, des prescripteurs. Donc on va les adresser par des canaux simples comme des newsletters. On aura des taux d'ouverture un peu plus élevés, on est à 30, mais c'est un coup de chance. Hein. On a une chance, c'est que c'est du vin. Alors, le vin, ça a plein de contraintes. C'est la loi E20, je le rappelle. Il y a un ministre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il interdit de fumer dans les bureaux voilà, pour les anciens et puis de boire. Donc, on est sous contrainte. On ne peut pas utiliser tous les médias. Je rêverais de faire de la pub télé, mais je n'ai pas les moyens. Mais en tout cas, on aimerait. Donc, on travaille avec la Poste, avec tous ces gens-là et on utilise tous ces supports-là. Donc, on va utiliser notre canal digital, newsletter, entre autres, mais aussi les réseaux sociaux, notre site Internet. 99% de notre trafic aujourd'hui, c'est des gens qui viennent chercher de l'information produit au magasin. On parlait du local. On prépare ses achats, on parlait du consensus, de l'échange. On est en plein là-dedans. Bon, chérie, tu veux quoi? Il y a les Galiès qui viennent ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter une bonne petite bouteille. Comme d'habitude, on va prendre un rouge. Non, moi, le rouge, le blanc. Bon. Il y a effectivement cet échange-là. Donc, on va préparer ses achats. Surtout que nous, au-delà de l'eau à l'évent, on a aussi une autre contrainte, je le rappelle, c'est que le vin est un produit lourd. Vous n'achetez pas, comme dans les années 70, c'est plus la foire au vin où on charge la Volvo. D'abord, on n'a plus de... À Paris, la majeure partie de nos magasins sont à Paris. Les Parisiens n'ont pas de voiture, ils ont des vélos pour beaucoup, ou leurs jambes, hein, leurs pieds. Donc, on va chercher 1, 2 ou 3 bouteilles max. 3, c'est le maximum en fait sur un achat, 3 bouteilles. C'est pour ça qu'on a des petits sacs en papier. Souvent, on nous pose la question de savoir pourquoi on a des petits sacs. Vous avez la réponse. 90% des gens achètent 3 bouteilles max. Donc, voilà. Donc on va créer cette relation avec ces gens-là et on va utiliser tous les canaux disponibles, dont le magasin. On parlait de communication extérieure. On a installé, nous, il y a quelques années, il y a maintenant 5 ans, 6 ans, 600 écrans numériques dans nos boutiques, sur les 500. Et on a fait un véritable média. Alors, c'était facile. Moi, je suis un ancien afficheur. Après le web, après le métier de patron d'agence digitale, je suis passé en affichage. Et voilà, c'est un peu. J'ai fait le chemin inverse de tout le monde. Tout le monde a été en digital, moi je suis pas dans l'affichage, c'est un peu bizarre. Esprit de contradiction poussé, mais en tout cas voilà. Donc on va utiliser ces newsletters, on va utiliser nos médias de masse pour capter l'attention, on va utiliser la presse locale. Florian Gale parlait du local. On a des groupes de presse et je me permettrai un petit aparté aussi là-dessus. Comme le groupe Télégramme, le groupe Sud-Ouest. Moi, je suis d'origine bretonne. Le Télégramme, vous le trouvez partout. Hein. Si vous voulez créer une relation de proxy avec quelqu'un dans le Finistère, il n'y a pas, ou à Saint-Brieuc, où vous voulez, dans les Côtes-d'Armor, il n'y a pas photo. Hein. Vous prenez un encart sur le Télégramme. Version papier, c'est encore mieux que le numérique. Voilà. Donc, on va utiliser tous ces moyens-là, essayer de capter son attention. Et puis, on va aller aussi chercher d'autres cibles en conquête. Je rebondis là aussi sur l'échange. Il y a les gens de notre génération, des quinquas, les sexagénaires, c'était monsieur qui allait chercher le vin. En France, le vin, c'est très particulier.
C'est un problème d'éducation. Il y a une espèce de mandarina. Combien de gens n'osent pas pousser la porte du Mika parce qu'ils ont peur de passer pour des idiots. Donc, voilà, ça a évolué. On voit de plus en plus de jeunes, plus jeunes, enfin, moins de 50 ans, pousser la porte, et de plus en plus de femmes qui s'ouvrent à ce genre de choses. Et on fait un effort d'éducation là-dessus. Et on essaie de dédramatiser le produit. La preuve en est, ils ont pris un patron de marketing de la com qui ne boit pas. Donc, vous voyez comme quoi c'est possible. Hein. J'y connais strictement rien. J'arrive à peine à faire la différence entre le rouge et le blanc. Dans cette blague, mais c'est pas loin. On n'est pas loin de la vérité. En fait, voilà. Donc, on a essayé de travailler en conquête de ces nouvelles cibles en leur disant voilà. Et puis, on a travaillé, on parlait de l'interne. Et ça, c'est la conclusion aussi dans l'omnicanalité. On envoie des newsletters à nos cavistes. Je parlais de modèles cavistes pour les sensibiliser. Si quelqu'un rentre chez vous et vous lui dites bonjour, monsieur le client. Alors, vous verrez, ce vin, il a un arrière-goût de framboise et de sous-bois. Vous avez perdu le client. Le gars, si vous moi, je l'ai goûté, je ne sens pas du tout, etc., etc. Donc, on est dans toutes ces démarches-là, on utilise tous ces canaux. Et je rebondis vraiment sur tout ça. C'est-à-dire, on travaille vraiment le local, la proxy. 500 boutiques, dont 320 en Ile-de-France. On travaille sur notre intuition. Très souvent, au comité de direction, on me dit mais pourquoi tu as fait tel plan média? Et je réponds parce que je l'ai senti. Alors, le mec, il me regarde et me dit, mais il est fada celui-là. Non, en fait, c'est la part de l'intuition, la part de la tactique aussi. On a parlé de guérilla marketing, je parlerai de guérilla média et marketing. Je vais vous donner un chiffre, vous allez comprendre pourquoi. On en veille perpétuel. Le chiffre d'affaires consolidé de Nicolas, c'est 300 millions. Les investissements médias de Leclerc, c'est 450 millions. Je ne vous parle pas d'Amazon. Hein. Donc la guerre, elle est là et on doit, nous, donc perpétuellement réagir. On va calibrer nos communications, notre enquête, sous contrainte, toujours. Et on va faire des arbitrages perpétuels pour maintenir cette relation en surprenant aussi nos clients. C'est-à-dire, on est encore les seuls, et ce sera ma conclusion, à faire un magazine de Noël tiré à 70 000 exemplaires, qu'on encadre dans des magazines locaux, dans des journaux locaux ou nationaux, je pense à l'Équipe, les Échos, pour communiquer avec du contenu éditorial. Alors, le e-commerce, j'ai frappé, donc le poids du e-commerce, qui est quasi nul. Tout est relatif. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux nous en dire deux mots, parce que cette transformation sur le e-commerce, je crois qu'elle n'est pas non plus très ancienne, elle fait partie donc effectivement d'un parcours, mais aujourd'hui, elle est ancienne. Elle est ancienne, mais on a un modèle économique qui fait lorsque vous avez déjà en mandataire, comme j'évoquais tout à l'heure, des cavistes, pour qui l'Internet a été perçu comme un concurrent. C'est-à-dire vous leur enlevez le pain de la bouche quand même. Donc tout l'enjeu a été de repositionner, d'utiliser le e-commerce en fait, sans cannibaliser nos ventes online. C'est un vrai confort parce que... Ça représente combien? Tu ne veux pas me répondre? Si, ça représente 1,5 à 2% de notre chiffre d'affaires, grosso modo. Mine de rien, ça fait le chiffre d'affaires d'une grosse dizaine de caves, hein, autant qu'en Bretagne. Mon désespoir, on devrait voir plus de caves en Bretagne. Le breton de bois en général. Merci Christophe. Florian, alors raconte-nous un peu ces 2 dernières années et comment tu abordes l'année 2022, donc dans un contexte encore un peu particulier. Et comme toi aussi, tu es pas mal sur l'intuition, hein, j'entends beaucoup de similitudes dans les propos entre ce que tu tiens comme parole et ce que dit Christopher. Comment tu l'arbitres aujourd'hui, donc cette période, donc phase Covid, où probablement le local a repris toute sa dimension, même si les études, moi, qui m'interpellent, tu as peut-être un point de vue là-dessus, j'ai pas eu de réponse. 80% des gens qui avaient démissionné ont regretté d'avoir démissionné 2 ans après, suite à la période Covid. Je ne sais pas si tu as vu cette étude, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, bref, je vous interpelle si vous avez une réponse à m'apporter, j'aimerais bien, parce que je n'ai pas su décoder le sujet. Peut-être une idée, toi. Oui. Comment donc tu nous, on a été porté par la Covid. Nous, ça fait 28 ans qu'on a créé le groupe. On se bat pour le local depuis toujours. Et la Covid a été un accélérateur formidable là-dessus, puisque le sentiment du local et de la proximité s'est considérablement renforcé. Et donc, ça nous a, c'est un peu paradoxal de le dire, mais nous, ça nous a boosté. Parce que ce qu'on disait avec détermination depuis 28 ans a été conforté par la période Covid et le retour à un besoin de proximité et relationnel et physique. Et à tout point de vue, je discutais récemment avec le patron de l'APHR, Jean-Pierre de Kéraoul. La diffusion de la presse hebdomadaire régionale pendant la période Covid a augmenté.
Donc il y avait vraiment le besoin d'une information locale de proximité rassurante, filtrée le cas échéant. Enfin, c'est un des drames français, c'est la baisse du nombre de journalistes versus des algorithmes qui vous font vivre dans un monde où on finit par croire que la position, y compris extrême, qu'on peut avoir est une position normative, puisque l'algorithme vous fait discuter avec des gens qui pensent comme vous. Donc c'est un vrai sujet de fond et de démocratie. Mais nous, on a été portés par la Covid. Et comment est-ce qu'on voit l'avenir? Je vais faire attention de bien répondre à tes questions, sinon je vais me faire engueuler. Comment est-ce qu'on voit l'avenir? Nous, on pense que l'avenir est devant nous. Donc on prévoit de continuer de doubler encore dans les 5 ou 6 années qui viennent. Donc on pense à accélérer, parce que cette vision... On a craqué le business model du local, parce qu'en fait, la réalité du local, c'est que c'est d'une complexité infinie. Il y a 15 ou 20 000 titres et supports locaux en France, et on ne peut traiter la complexité du local, faire du local at scale, qu'à condition d'avoir développé les outils technologiques qui permettent de le faire de manière rentable. Et donc, on a constitué une énorme base de données de l'ensemble des médias locaux. Alors, comme on achète, on a eu des facilités à la constituer. On regarde la couverture géographique de chacun des médias locaux. Et puis, on a développé des solutions technologiques qui permettent de sélectionner les meilleurs médias qui couvrent avec plus ou moins de déperdition les zones de chalandise de chacun des magasins, de nos clients retailers. Et donc, ça nous permet de faire de manière semi-automatisée des plans médias locaux et de les multiplier. Donc, quand on travaille pour Carrefour, on gère 1 millier de plans médias locaux par an pour on appelle les moments de vie des magasins, la réouverture, l'ouverture, l'anniversaire, etc. Donc, c'est cette complexité-là qu'on a réussi à gérer. Et la demande du local étant croissante, on est porté par la vague. Alors, merci Florent, tu as parfaitement répondu. Moi, je vais me déplacer, je vais voir Laurent. C'est un provincial de l'Étape qui a fait sa transformation. C'est un imprimeur, donc j'aime bien tourner vers les imprimeurs. Si vous savez, moi, j'ai toujours une affection pour les imprimeurs particuliers. Et qui a fait sa transformation digitale d'une façon assez remarquable au cours de ces 3 dernières années, en misant sur de nouvelles plateformes, en réinventant complètement son modèle, en changeant un peu tout donc, dans ton organisation en 2 minutes, parce qu'après je vais me faire tirer les oreilles, là. Je suis en train de déborder. Peux-tu nous raconter cette transformation que tu as opérée ces 3 dernières années, qui était en tout point remarquable et qui a été remarquée? Voilà, merci Dominique. L'Orange Activité qui est tirée par des outils digitaux depuis 3 ans à peu près. Voilà. Et donc, ça veut dire que sur un peu plus de 200 développeurs, voilà, et on est devenu un champion de la gestion du flux. Hein, voilà, donc on est... nos médias, évidemment, sont les médias papier, physiques. Hein, ça peut être de la radio, ça peut être de la vidéo, ça peut être... voilà, mais c'est aussi tout ce qu'on fait au travers du web. Hein, tout ce qu'on peut imaginer au travers du web. Et on est allé dans la personnalisation, en fait, à outrance. Hein, voilà, on adore dire qu'on s'est envoyé à chaque individu, mais en millions d'exemplaires. Voilà. Et donc, et en fait, le pari, et je pense que c'est notre avenir, c'est de marier les flux traditionnels et les nouveaux flux. Hein, et de les marier, justement, en ayant extrêmement d'attention à l'attention. Voilà, je crois que c'est bravo pour Anthony, là, pour ce début de table ronde. Parce que moi, c'est pareil, hein, j'ai presque 60 ans. Voilà, et mon entreprise, mes collaborateurs, pour la plupart, ils ont 30 ans. Hein, voilà, et donc il faut arriver à ce que tous les consommateurs s'y retrouvent, hein, et gardent l'attention à ce qu'on leur envoie, voilà, dans en plus cet environnement écologique d'aujourd'hui. Merci Laurent. C'est l'heure de conclure donc cette table ronde. Peut-être Anthony, ça t'évoque quoi ce qu'on vient d'évoquer? Alors on sait qu'aujourd'hui on a nous été toujours très attentifs. D'ailleurs Fabrice le rappelait, Marcella,
dès il y a 8 ans, donc on a ouvert l'innovation. On a cru dans l'innovation, on a cru dans le pari qui était celui des nouveaux acteurs, les startups, hein, qui ont fait un travail remarquable d'acculturation, à la fois pour la filière et à la fois, donc effectivement, pour les grandes marques. Et on est toujours à l'écoute aujourd'hui des tendances et des nouvelles tendances qu'on va observer. On en reparlera en début d'après-midi longuement, hein, sur ces nouvelles tendances qui nous interpellent beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que tu tires un peu comme enseignement? Et on a bien vu également qu'on peut matérialiser l'efficacité donc, et la transformation des entreprises avec une certaine brutalité, efficacité et efficience. Hein, je crois que ce qu'a fait Laurent est en tout point remarquable. Hein. Je connaissais depuis très longtemps cette entreprise très industrielle qui tout d'un coup, effectivement, s'est vraiment projetée sur le futur, mais qui reste très ancrée également dans ses valeurs historiques d'efficience. Ouais, non, moi je suis. Vraiment le mot de conclusion oui, qu'on va te donner. Je suis ravi de voir comment le sujet de l'attention pénètre voilà, les différentes stratégies d'entreprise, la relocalisation. J'avais un peu moins. Je suis ravi d'entendre ces propos, parce que c'est très très fort par rapport au sujet. Mais je dirais que pour le mot de la fin, il y a vraiment à challenger aussi les éléments de langage qu'on utilise. L'omnicanalité, on reste quand même sur cette idée que l'attention est quelque chose qui doit se capter, et parce qu'on a envie de la voir. Et moi, je dirais que la prospérité économique aujourd'hui, que nous impose la situation écologique actuelle, l'évolution de la société, devrait aussi nous amener à voir l'attention comme quelque chose qu'il faut préserver. Et comment on va communiquer, comment on va utiliser les médias pour préserver l'attention, protéger aussi les gens. On parlait de sursollicitation, etc. Et je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, cette idée qu'il y a cette nouvelle responsabilité. Et je terminerai juste avec ce mot pour rappeler qu'en réalité, tout ça est la fonction même de la communication. Parce que la communication, en latin, c'est communus. Et communus, ça veut dire partager une responsabilité. Munus, c'est la responsabilité. Et je pense qu'on oublie que la communication, c'est d'abord l'affaire de tous. Et donc, c'est une responsabilité commune. Que de faire circuler de l'information et des messages, etc. Et qu'on a eu tendance à l'avoir oublié, cette notion de responsabilité, et voilà, de remettre ça au goût du jour. Et ça passe par changer un peu les mots et l'intention voilà, qu'on est en train de poser dans nos actions. Merci Christopher, merci Anthony, merci Florian, merci Eric. Le débat n'est pas clos, loin s'en faut. Merci pour votre attention. Donc, pour cette première table ronde, je vais laisser la parole je vais prendre la main à Alexandre pour ouvrir les workshops. Bien sûr, on se retrouvera. Si vous pouvez rester, vous êtes bienvenus tout au long de cette journée. Donc, il y a des moments, des temps forts qui nous sont attendus tout au long de cette journée. J'espère que vous resterez fidèles. Donc, et je vais... Voilà, et très vite. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se parler. Ce que j'ai été ravi ce matin à cette table ronde, ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas entendu parler des médias, des médiums. On a parlé d'autre chose, d'un autre regard, d'une autre façon de faire, d'une autre façon d'être en attention, effectivement, sur les grandes mutations et l'omnicanalité. Merci à vous. Je vais vous demander de libérer donc l'espace et nous allons continuer donc effectivement par les workshops.